Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui ce matin avec nous pour cette présentation sur Horizon Europe pour le primo-accédant. Ça fera venir, enfin, je vais commencer, ça fera venir tous les restes des personnes. Merci beaucoup d'être là. Euh, En fait, ces webinaires, c'est un effort conjoint entre plusieurs PCN. euh, 5 PCN différentes sont là qui vont présenter un petit morceau de cette présentation, de ce webinaire. Et, je les remercie et ils vont se présenter à chaque fois qu'ils vont intervenir. Moi, je suis Vania Rosas, je suis coordinatrice du point de contact national santé euh, et mes collègues ils vont se présenter au fur et à mesure de la présentation, de cette présentation. Pour commencer, ça passe pas, j'arrive pas à passer la diapo, désolée. Pour commencer, les webinaires est enregistré parce qu'on les mettra en ligne ultérieurement dans le site web horizoneurope.fr. Comme vous êtes très nombreux à être dans ces webinaires, je vous propose de poser vos questions via Slido. Vous avez les QR codes sur la diapositive ou vous pouvez aller directement sur le site web slido.com à Horizon. On lira les questions à la fin du webinaire, à la fin des présentations. Les micros et les caméras ils sont désactivés par défaut pour ne pas gêner le déroulement de la présentation. Dans ces webinaires, vous allez trouver une explication très générale sur Horizon Europe, quelles sont les structures, les activités que vous pouvez financer, les programmes. Vous allez avoir des témoignages de porteurs de projets Horizon Europe intégrés dans la présentation. Euh, on va vous dire pourquoi il nous semble important de participer à Horizon Europe. J'espère qu'on va susciter euh, de- 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 des vocations pour porter le projet Horizon Europe. Et à la fin, on va vous présenter l'équipe PCN qui est au ministère de la Recherche. Qu'est-ce que c'est Horizon Europe? Horizon, Europe, elle est le 9e programme cadre de recherche-innovation qui s'étale entre la période de 2021-2027. Les budgets global d'Horizon Europe, depuis le départ jusqu'à la fin, c'est de 95,5 milliards d'euros pour tous les programmes. Euh, il finance des projets qui vont de la recherche la plus fondamentale, ce qu'on appelle les TRL bas, en fait, pour Technology Readiness Level, jusqu'à des projets qui vont à la démonstration et la mise sur le marché. Vous pouvez déposer des projets individuels, en fait, monobénéficiaires pour la recherche d'excellence, ou des projets collaboratifs, multipartenaires et transdisciplinaires, avec plusieurs partenaires des pays membres, et pour résoudre des problématiques mondiales et industrielles. Qui peut participer à Horizon Europe? Les secteurs académiques, tout le monde, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des organismes européens internationaux de recherche, des écoles, des secteurs non académiques, n'importe quel type d'acteurs socio-économiques, euh, des PME, des ONG, des communes, des musées, des associations, des villes, qui vous voulez, avec une entité légale, peut participer à Horizon Europe. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fanny Schulz du PCN juridique et financier et je vais vous parler rapidement du taux de financement du programme Horizon Europe. Voilà, donc sachant que c'est une très bonne nouvelle, en fait, c'est un programme de financement de la recherche et l'innovation qui va vous permettre de financer 100% des coûts que vous allez budgéter dans vos futurs projets. Euh, ça, c'est voilà, la règle la plus générale, 100%. Après, comme vous voyez ici, nous avons détaillé les principaux types de projets, de types d'instruments de financement, comme on les appelle dans le programme. Donc, rapidement, voilà, les actions de recherche et d'innovation, RIA, les actions de coordination et de support, les CSA. Vous avez peut-être aussi entendu parler des projets ERC, qui sont financés dans tous les cas à 100%, quel que soit le type d'entité dont vous faites partie.
S'agissant des actions d'innovation, les Innovation Actions, elles sont pour les entités à but lucratif, c'est-à-dire les entreprises et apparentées financées à 70%. Et puis d'autres types de financement, notamment les co-funds, sont eux financés à des taux inférieurs. Et voilà, la règle, la plupart du temps, vous êtes du coup à 100% des coûts qui sont budgétés, qui vont être remboursés. Et à cela s'ajoutent 25% de coûts indirects qui se calculent de manière forfaitaire. Ce sont en fait ce qu'on appelle en général les coûts d'environnement et de structure. Donc 125% de financement pour ce programme voilà, Horizon Europe. Je passe maintenant la parole à mon collègue Vincent Massot pour vous expliquer l'organisation du programme un peu plus en détail. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Vincent Massot, je représente le point de contact national pour le cluster 6 d'Horizon Europe. Alors, c'est peut-être des mots qui ne vous parlent pas encore, mais en tout cas, c'est la thématique bio-environnement qu'on retrouvera dans le pilier 2, qui sera décrit un petit peu plus en détail un petit peu après. Alors, le programme Horizon Europe, donc on a dit, ce sont des financements de la recherche et de l'innovation via des appels à propositions. Donc, il faut candidater, vous allez être évalué par des pairs et vous allez pouvoir proposer, on l'a vu, des projets individuels ou collaboratifs du plus fondamental vers le plus proche du marché. Alors, Horizon Europe est divisé en 3 grands piliers, plus un quatrième qu'on a tendance à appeler le pilier transversal ou le pilier couché. Pour faire vraiment très simple, le pilier 1 donc, concerne la science d'excellence. C'est un chapeau un petit peu large, mais il va financer des projets non thématiques pour la plupart, des projets individuels ou collaboratifs autour donc de sujets de rupture notamment, c'est ce qu'on appelle le RC, mais également de formation ou de formation par la recherche et l'innovation ou des appels à projets qui concernent les infrastructures de recherche. Le pilier 2, lui, va concerner des appels à projets collaboratifs thématiques. Donc là, vous allez répondre à une commande en fait du financeur sur des sujets qui sont proposés chaque année ou tous les 2 ans via des programmes de travail. Et vous allez donc vous entendre avec un consortium pour répondre à ces appels à projets. Les grandes thématiques, donc le pilier est décliné en grandes thématiques et donc on y reviendra dessus dans un instant. Le troisième pilier, c'est l'Europe plus innovante. Donc là, on s'est décalé du pilier 1 qui était plutôt fondamental, plutôt formation par la recherche et l'innovation, jusqu'au pilier 3 qui est l'innovation, le soutien à l'innovation de rupture, c'est-à-dire l'innovation et les idées, les technologies de demain, et puis donc issues des laboratoires, mais également l'innovation au sein des entreprises, avec notamment des instruments qui leur sont dédiés. On a également tout ce qui concerne l'environnement, on va dire au sens large de l'innovation, ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation. Et puis également l'Institut européen de technologie. Le quatrième pilier, donc, c'est tout ce qui concerne plutôt les questions de gouvernance et d'élargissement en fait, de la participation, le renforcement de la participation, notamment pour les pays qui participent un petit peu moins, États membres ou pays associés, et puis la structuration de l'espace européen de la recherche. Alors, si on rentre un tout petit peu plus donc dans le détail du pilier 1, voilà, merci. Donc, j'ai déjà mentionné le Conseil européen de la recherche, ERC, Fanny en a parlé aussi un petit peu juste avant. Donc ça, ce sont des projets individuels. Vous allez constituer une équipe autour de vous, mais c'est une seule institution qui va déposer une proposition autour d'idées de rupture. Donc, on n'est pas sur de la recherche incrémentale, on est vraiment sur la notion de rupture et de révolution dans son domaine. On a ensuite des actions de formation, ce qu'on appelle les actions Marie Sklodowska-Curie. Vous allez pouvoir financer des mobilités individuelles, mais également financer des réseaux de formation doctorale, des mobilités également intersectorielles ou internationales via des partenaires. Mais tout ça, ça va être donc de la formation par la recherche et l'innovation. Et on insiste bien notamment sur l'innovation également dans ce pilier 1,
puisque les entreprises ou les associations, ou tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, organismes de recherche ou secteur académique, eh bien, tout le monde est vraiment attendu sur ces actions. Et puis le dernier, c'est les infrastructures de recherche. Donc là, c'est le développement ou l'utilisation via des projets de recherche-innovation des infrastructures de recherche. Alors, on ne va pas rentrer plus dans le détail, hein, mais l'idée, c'est de vous présenter tout de suite maintenant des témoignages de personnes qui ont participé ou qui participent à des projets qui ont répondu à ces appels à propositions. Donc, on a ici le premier exemple, premier témoignage. Je remercie Dominique Swenen de nous présenter donc un projet de réseau doctoral. Et elle est chargée de recherche donc, au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, au sein d'une unité mixte de recherche donc, sur le campus de Paris-Saclay à Palaiseau. Donc, je rappelle juste à nos intervenants, donc on a un maximum de 10 minutes par intervention. Et voilà, et donc pour ceux qui souhaitent poser des questions, donc n'oubliez pas que ce soit des questions généralistes ou des questions à nos témoins, d'utiliser l'outil Slido et de voter également pour les questions, ça évite de répéter éventuellement les questions et qu'elles reviennent trop souvent. Vous pouvez voter en fait pour les questions préférées ou celles qui correspondent à celles que vous souhaitiez poser. Voilà, je vais laisser la parole du coup à Dominique Swenen. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci, j'espère que vous m'entendez. Et vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Parfait. Et alors pour les diapos, je peux les passer moi-même ou c'est quelqu'un d'autre qui va les passer? Alors, on a quelqu'un qui Bonjour passe la Dominique, présentation. je vais les passer. Oui. D'accord, merci. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Et donc, je suis biologiste moléculaire avec quelques compétences en bioinformatique intégrative. Et je coordonne 2 réseaux européens de doctorants. Le premier eMuse, qui était financé sous H2020, et le deuxième Ferromix, qui est financé sous Horizon Europe. Et comme l'indique le nom de l'unité de recherche dans laquelle je travaille, ainsi que son acronyme CFood, je travaille sur les aliments, et en particulier sur les communautés microbiennes des aliments fermentés. Le premier projet eMuse est centré sur les fromages, et le deuxième sur les aliments fermentés à base de végétaux. Le premier projet eMuse est un réseau de doctorants standard, comme on dit, sous Horizon Europe. Il a débuté en 2021 et se finira en 2025. Je peux passer aux diapositives suivantes et encore la suivante, merci. C'est un projet à l'interface entre la biologie, les mathématiques et l'intelligence artificielle. Le but est de développer de nouvelles méthodes de modélisation intégrant les modèles mécanistiques et se baser sur les données pour améliorer les connaissances sur les communautés microbiennes des aliments fermentés et pour contrôler ou prédire leur évolution. Les doctorantes et doctorants, appelés Early Stage Researchers ou H2020, ont associé leurs compétences pour construire des collaborations qui ont été très fructueuses. Le consortium est composé de 10 bénéficiaires, 8 du secteur académique, 2 du secteur non académique, incluant une PME, 8 partenaires associés, 5 du secteur académique, 2 du secteur non académique, toutes les 2 des PME, et un centre interprofessionnel, et nous sommes répartis sur 9 pays européens. Diapositive suivante, merci. Donc pour le recrutement des doctorantes et des doctorants, on a centralisé 10 offres sur le site internet eMuse. Nous avons recueilli 295 candidatures qui se sont réparties dans les pays que vous voyez sur cette carte. Diapositive suivante, merci. Et nous avons sélectionné un Algérien, 2 Chinois, un Français, 4 Italiens, une Kosovarde, une Libanaise, un Marocain, 2 Pakistanais, une Espagnole et une Ukrainienne. Nous avons donc 4 femmes et 11 hommes dans notre groupe de doctorantes et de doctorants. Diapositive suivante, merci. Donc nous avons organisé 5 sessions de formation, une dédiée aux données omiques et à la bioinformatique, une à la biologie, une statistique, biologie des systèmes et microbiologie prédictive, et une sur l'intelligence artificielle, et toujours associée à des compétences transférables. Pour la suivante, merci. Si vous voulez plus d'informations sur le projet eMuse, le site internet itn-emuse.com ou le site Cordis. Suivante. Le deuxième projet, Ferromix, c'est un joint doctorate qui a débuté cette année en 2024 et qui finira en 2028. Donc, passez 2 diapos si vous voulez. La suivante, merci. Donc, en plus de la biologie, des mathématiques et de l'intelligence artificielle, ce projet associe des compétences en sciences humaines et sociales avec une thèse en droit et une thèse orientée sur la science des consommateurs.
Le but est de développer des graphes de connaissances pour relier des données omiques à des bases de données sur les aliments pour en extraire des connaissances permettant de développer de nouveaux concepts d'aliments fermentés à base de végétaux. Le consortium est composé de 11 bénéficiaires, 9 du secteur académique, 2 du secteur non académique incluant une PME, 16 partenaires associés, 13 du secteur académique, 2 du secteur non académique dont une PME, une association et nous sommes répartis sur 10 pays européens. Diapositive suivante, merci. Donc, pour le recrutement des doctoral candidates, comme appelé sous Horizon Europe, nous avons centralisé 13 offres et nous avons recueilli 864 candidatures qui sont réparties à peu près dans le monde entier. Diapositive suivante. Et nous avons sélectionné une Camerounaise, un Canadien, une Chilienne, un Chinois, un Égyptien, 2 Françaises, une Allemande, une Grecque, une Indienne et un Indien, un Iranien, 2 Portugais et une Africaine du Sud. Nous avons 8 femmes et 7 hommes dans notre groupe. Diapositive suivante, merci. Nous avons prévu d'organiser 4 sessions de formation, 2 à distance dédiées à des compétences transférables et 2 qui vont couvrir à peu près toutes les thématiques du projet. Diapositive suivante. Alors, l'avantage de ce type de projet, c'est que, et pour tous les projets européens, pas seulement ceux-ci, c'est qu'on construit un consortium européen qui regroupe les meilleures des thématiques nécessaires à la réalisation du projet. En ce qui concerne les actions Marie Sklodowska-Curie, le thème est libre, mais cependant, il faut tenir compte du panorama de la recherche européenne et il doit s'y inscrire. Le travail réalisé par 15 jeunes chercheurs qui collaborent pour réaliser le projet est assez impressionnant. Et en plus de développer pour ces jeunes chercheurs, un réseau de collaborateurs dès leur début de carrière, en fait, c'est aussi intéressant pour les chercheurs impliqués dans leur encadrement qui développent ou consolident un consortium européen. Le financement de ce type de projet est sur forfait et les sommes attribuées sont peut-être un peu justes, je dirais, lorsque le projet nécessite du travail de laboratoire coûteux. Mais lorsqu'on associe dans un réseau des tests de biologie, des tests de mathématiques, il est possible de rediscuter entre partenaires de la redistribution du financement. Les diapositives suivantes. Alors, en ce qui me concerne, malgré de nombreux essais, je n'ai jamais réussi à obtenir un financement national. Donc, je me suis tournée vers l'Europe en me disant, pourquoi pas essayer. Et après 2 essais infructueux, la 3e soumission du projet eMuse a réussi. Et puis, pour le projet Ferromi, je ne me suis même pas posé la question. Ça me paraissait évident de proposer une nouvelle action Marie Sklodowska-Curie. Le meilleur accompagnement que j'ai eu, c'est celui du PCN, des actions Marie Sklodowska-Curie, avec les sessions d'information, de formation et les accompagnements pratiques. Et j'ai aussi reçu l'appui du service Europe, du service partenariat de mon institut. Diapositive suivante. Des quelques conseils que je pourrais dire, c'est que le premier, pour les actions Marie Sklodowska-Curie, mais ça doit être valable pour tout le Horizon Europe, c'est de suivre toutes les sessions d'information et de formation des PCN et de tenir compte de tous leurs conseils. Ils sont tous judicieux. Pour les actions, pour les réseaux de doctorants, on doit bien garder en mémoire qu'on construit un projet dans lequel s'insèrent les 15 thèses, ou le nombre de thèses qu'on veut, et bien définir les objectifs du projet en précisant quelles thèses participeront à chaque objectif. Il ne faut surtout pas se décourager en cas d'échec. On peut toujours progresser grâce aux commentaires des évaluateurs et aux conseils du PCN. Le travail nécessaire au succès, qui, je ne le nierai pas, est important, est largement récompensé par la qualité et la quantité des résultats obtenus et la consolidation du réseau. Et j'ajouterai encore une information, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un chercheur ou une chercheuse renommée avec une longue liste de publications. Ce qui est évalué, c'est surtout la qualité du consortium et la qualité du projet. Diapositive suivante. Donc, le projet Ferromix est également consultable sur le site internet tn-ferromix.eu et sur le site Cordis. Et vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus d'informations. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. De rien. On va laisser les questions à la fin, comme vous avez D'accord. suggéré. Pas de Merci. souci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Sylvie Gangloff, je représente ici le PCN Cluster 2, à savoir culture, créativité et société inclusive. Je vois qu'il y a une petite coquille d'ailleurs dans la slide, ce qu'on peut résumer aux sciences économiques et sociales. Je vais vous parler rapidement du pilier 2. Donc ce deuxième groupe, comme vous l'a expliqué Vincent, dans l'ensemble du programme Horizon Europe, vous avez un tas de dispositifs et sous-dispositifs avec des appels très différents. Si dans le pilier 1, on finançait des projets qui étaient finalement sur des appels blancs, c'est-à-dire non thématiques,
On finançait de la mobilité, des réseaux de post-doc, comme on vient, ou de la mobilité de doctorants, comme on vient très, très justement de nous le présenter. Ici, dans ce deuxième groupe d'appels, qu'on appelle le pilier 2, on a des appels qui sont au contraire thématiques. Donc là, enfin, la Commission européenne, en fait, va solliciter les chercheurs pour réaliser des recherches, pour mettre en place des expériences, des expérimentations, des pilotes, voilà, sur des sujets, j'insiste bien, d'enjeux contemporains. Donc on est sur tout ce qui est protéger l'environnement, le zéro pollution, gérer les ressources biologiques, garantir la sécurité alimentaire, la sécurité de notre approvisionnement en médicaments, les transports, la mobilité intelligente, des thématiques dont je suis responsable en sciences sociales, comme la montée des populismes, la remise en cause de nos gouvernements. On est en plein dans l'actualité, l'élargissement de l'Union européenne, la montée de la violence, les jeunes, les banlieues, les migrations, le bien-être au travail. Enfin, voyez, un ensemble de thématiques qui portent sur des sujets contemporains. Et donc là, contrairement au pilier 1, c'est la Commission qui va publier des appels thématiques où la Commission va nous expliquer, eh bien, on attend des recherches pour ceci et cela, et des recherches qui ont un impact, qui d'ailleurs, l'impact est dans le cas présent un tiers de la note, qui ont un impact réel, concret. Donc, c'est pour ça que dans les consortiums qui sont montés pour répondre à ces appels, alors on a des appels qui vont, enfin, ceux qui ont le moins d'argent, c'est quand même les sciences sociales de 3 millions jusqu'à 5, 10 millions, enfin, selon les clusters, donc selon les thématiques. Et vous avez des consortiums où vous allez donc précisément regrouper des chercheurs, mais aussi différents types d'acteurs, des PME qui développent des outils technologiques, on va travailler, si on travaille sur les jeunes et les banlieues, avec des communautés de communes, des travailleurs sociaux, des ONG, voilà. Donc, et des entreprises, bien sûr. Donc, un ensemble d'acteurs très variés qui vont être regroupés sur des consortiums pour répondre à une demande, en fait, quelque part, à une demande de la Commission européenne. L'ensemble de ces thèmes, donc de ces enjeux contemporains, sont déclinés en 6 groupes que vous avez ici présentés, hein, santé, climat, énergie. On comprend bien qu'on regroupe là l'ensemble des thématiques des enjeux qui relèvent des enjeux contemporains. D'accord ? Donc, je vous le rappelle et je précise que ce sont des consortiums où l'ensemble de ces acteurs sont, sauf exception, Fanny nous en a parlé tout à l'heure, financés à 100%, plus 25% de coûts indirects. Donc, on reviendra éventuellement sur ce point. Nous allons, pour illustrer ce propos, entendre deux témoignages. Le premier de Madame Lucie Durocher, qui représente le bureau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Bruxelles. Et le deuxième de Gayo Diallo, qui est un professeur en informatique et qui coordonne un projet du cluster 1, c'est-à-dire santé. Voilà. Je vous passe la parole. Comme d'habitude, on prend les questions sur Slido uniquement, et puis on répondra à l'ensemble de ces questions à la fin. Et je vous laisse la parole à l'une et à l'autre pour, s'il vous plaît, 10 minutes maximum. Voilà, merci à vous. Bonjour, merci beaucoup. Donc j'imagine, enfin je me suis permise de commencer, si je vois que je suis la première sur la slide. Donc je suis Lucie Durocher, la directrice du bureau de la région à Bruxelles, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Bruxelles. Alors merci pour la proposition de participation. C'est vrai que mon témoignage peut être intéressant en toute modestie, mais surtout parce que je représente une collectivité territoriale et qui fait peut-être partie des moins usual suspects dans la participation à Horizon Europe. Mais simplement donc vous dire que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur participe actuellement à 3 projets Horizon Europe, du cluster 2, tous du cluster 2. Donc un premier projet qui s'appelle Prevent et qui est un projet un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un projet qu'on appelle dans le jargon d'Horizon Europe PCP, donc un projet d'achat avant commercialisation innovant sur les enjeux de sécurité. Alors l'objectif était de réunir un consortium d'acheteurs publics actifs dans le domaine des transports et notamment des transports urbains, avec l'idée de travailler ensemble pour amener les industriels à développer des solutions innovantes pour améliorer la sécurité dans des lieux
de transport à fort passage et des lieux ouverts, donc notamment les gares de train et les gares de métro. Et les deux autres projets dans lesquels on participe sont des projets de la mission adaptation au changement climatique. Donc un projet qui s'appelle DésirMed et un projet qui s'appelle CardiMed et qui ont tous les deux, alors avec des subtilités, mais en résumé, pour objectif de développer des outils innovants pour mieux mesurer et anticiper l'impact du changement climatique sur les territoires de la zone méditerranéenne et de développer aussi des outils qui nous permettent d'y répondre plus facilement pour y faire face. Donc on nous a demandé ensuite, au-delà de donner quelques informations sur les projets dans lesquels on participe, on nous a demandé aussi de décrire les raisons qui nous ont amenés à participer à ces projets Horizon Europe. Alors c'est vrai que le volet financement n'est pas inintéressant, mais c'est pas du tout la raison pour laquelle la région a choisi principalement de s'impliquer dans ces projets. Ce qui nous a davantage motivés était la possibilité d'accéder à un réseau d'expertise au niveau européen et auquel on n'aurait pas eu accès via des dispositifs classiques ou au sein de notre territoire régional. Donc c'est vraiment ce travail partenarial qui était très structurant pour nous et qui a présenté la plus grosse valeur ajoutée, hein. C'est vrai pour l'ensemble des projets. Sur le projet Prevent, l'idée était il fallait qu'on puisse réunir autour de nous une masse critique suffisante d'acheteurs publics potentiels, hein, pour amener les industriels à travailler et à développer une solution. Donc on a tout de suite réfléchi ce travail partenarial à l'échelle européenne pour avoir voilà, le plus de chances possible d'être suffisamment attractif pour les industriels pour qu'ils puissent voir qu'il y avait bien une demande au niveau européen des solutions qu'ils développeraient. Et sur les autres projets de la mission d'adaptation au changement climatique, c'est pas tout à fait la même logique, mais malgré tout, l'idée était de pouvoir voilà, s'intégrer dans un réseau de territoires méditerranéens avec lesquels on partage des défis et qui, par définition, et on a plus de similarités en termes de climat et de spécificités géographiques avec d'autres régions littorales de la Méditerranée qu'avec la Bretagne, par exemple, ou les Hauts-de-France. Donc ce travail aussi partenarial au niveau méditerranéen était très important pour nous et très intéressant. Sur les raisons qui nous ont amenés à... Non, sur la façon, la troisième question portait sur la façon dont on a intégré les projets. Alors sur les deux grandes catégories de projets dont je parle, cela s'est fait de façon très différente. Alors sur Prevent, sur le projet sur la sécurité des gares, là, ça a été un processus très réfléchi en fait au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque alors j'ai plus l'année exacte en tête, mais de mémoire c'était en 2016 ou 2017, il y a eu une attaque à l'arme blanche en gare de Marseille-Saint-Charles qui a montré les défaillances de sécurité qui peuvent exister dans les gares. Et donc, suite à cette attaque, la région a lancé au niveau régional une étude qu'elle avait commanditée auprès de ses pôles de compétitivité pour savoir s'il existait des solutions qui permettaient d'améliorer la sécurité dans les gares, mais sans entraver le trafic de passagers. Et donc, nos pôles de compétitivité avaient répondu en disant qu'il existait des solutions, mais pas de solutions clés en main. Donc, il existait plusieurs briques technologiques, mais qui avaient toutes des avantages et des inconvénients et qui n'étaient pas coordonnées entre elles. Donc, on en a déduit qu'il n'y avait pas de solution qui répondait à notre besoin. Et il s'avère qu'un appel à projet, on avait identifié dans Horizon Europe un appel à projet intéressant, assez ouvert dans le cluster 2, donc dans le cluster sécurité civile, assez ouvert sur de l'achat public innovant pour améliorer la sécurité dans les espaces publics. Et donc, la région a décidé de saisir cette opportunité pour avancer aussi et trouver une réponse à son besoin. Et donc, on a commencé à construire un consortium autour de ce besoin. Donc, c'est vraiment la région qui a été à l'initiative. Alors, on est d'abord allé chercher nos partenaires habituels, la RATP, qui elle-même est allée chercher ses partenaires. Puis, le consortium s'est fait ainsi par agrégation quand on a commencé à parler de notre projet. Sur les projets adaptation au changement climatique, ça s'est fait un petit peu différemment.
La région dès le début du lancement de la mission, été active au niveau européen pour être, voilà, on a signé la charte, on a fait partie des 150 régions qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt. On a eu plusieurs échanges avec la Commission européenne, avec les PCN, pour être identifiés comme régions qui souhaitaient être actives sur ce sujet au niveau européen. Et en fait, on a tout simplement été approchés par des consortiums en cours de montage dont les objectifs répondaient à nos domaines d'intérêt, à voilà, au sujet qu'on voulait développer au niveau européen. Donc, on a décidé d'y donner suite. Sur les conseils que nous pourrions donner, je pense que quelque chose voilà, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient participer à des projets Horizon Europe, tout d'abord, je dirais que, et c'est ce qui a été le cas pour la région, les projets, il est très important que les projets, que la réflexion sur la participation à Horizon Europe et les projets qui en découleront soient bien intégrés dans une vision stratégique, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est le montage de projets et puis leur mise en œuvre après demande un investissement en ressources humaines relativement conséquent, même quand on n'est pas coordinateur, et demande en fait du coup pour cet investissement d'être bien certain que les objectifs du projet répondent à notre besoin et à notre vision pour les quelques années à venir. Et en corollaire, la participation à un projet Horizon Europe demande d'assurer une bonne organisation en termes de ressources humaines. Donc, tant au moment de la préparation que pour le déploiement du projet par la suite, c'est vraiment important qu'il y ait soit une personne, soit une équipe projet identifiée qui soit capable de voilà, faire le lien avec le consortium, collecter les informations. Ça, c'est absolument nécessaire. Et sur le montage de projets, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est très important de construire ces projets avec des partenaires de confiance, donc soit qu'on connaît directement, soit qu'on connaît par l'intermédiaire d'autres partenaires impliqués dans le projet. C'est vraiment essentiel pour la réussite du projet et pour après sa bonne marche. Il me semble par contre que j'ai oublié une question. On nous avait demandé si on avait aussi été accompagné pendant le montage de projet. Alors, on n'a pas été accompagné à proprement parler. Par contre, alors surtout sur Prevent, ce qui a beaucoup joué, je pense, dans la réussite du projet, c'est que c'était la première fois que la région prenait l'initiative de monter un projet, donc c'était une expérience assez formatrice, mais on a eu la chance de pouvoir compter sur des partenaires autour de nous qui avaient de l'expérience dans Horizon Europe. Et d'ailleurs, la région, ce n'est pas la région qui a coordonné le projet. Même si on était à l'initiative, on n'avait pas la capacité de coordonner le projet, donc on a, entre guillemets, confié la gestion du projet à un partenaire qu'on nous avait recommandé et qu'on connaissait par ailleurs. Et ça a été absolument fondamental. Voilà. Bien, bien. Je vous remercie pour ce témoignage qui est très, très complet. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Et puis, c'était intéressant de voir une région participer à des projets. Vous avez évoqué 3 projets. Donc, merci. On verra pour les questions à la fin. On a encore un témoignage au moins à venir. Merci à vous. On va passer à Monsieur Diallo, qui du coup est un académique et qui coordonne un projet. Je ne sais pas si vous avez des slides à passer, si vous les passez vous-même. Alors, en fait, non, je n'ai pas prévu. Je Très vais, je bien, mais c'est pense, parfait, faire parfait, la parfait. capella comme ma collègue là tout à Très bien, l'heure. parfait. Donc Alors, la en parole fait, est à vous pour 10 minutes maximum, s'il vous plaît. Merci. je ne sais pas si vous me voyez, en fait, ou pas, mais bon, ce n'est pas très important. Alors, donc, Gayo Diallo, moi, je suis professeur des universités, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, professeur en informatique, informatique de santé et co-responsable d'une des équipes qu'on a dans un labo UNIMR, INSERM à Bordeaux, qui fait de la santé publique. On a des équipes qui font des biostats épidémiaux et moi, je suis en informatique de santé. Voilà,
Et donc, ça, c'est pour une petite présentation brève. On travaille beaucoup sur des enjeux, en fait, de données de santé, et de l'IA pour les applications santé et santé publique. Parmi mes collègues, j'ai beaucoup de praticiens hospitaliers. Moi, je suis informatique, mais on travaille beaucoup avec des pharmaco-épidémiologistes, des épidémiologistes. C'est dans mon équipe qu'on a ceux qui gèrent l'entrepôt de données du CHU de Bordeaux. Je vais vous parler rapidement d'abord une de nos participations dans un des projets européens actuels gérés par l'agence ADEA, donc en santé. Tout ce que je vais vous dire, c'est en santé principalement, même si on a un sur environnement pollution, mais encore toujours application santé. Donc, moi, je coordonne pour la partie française un use case dans le cadre du second pilote de l'espace européen des données de santé. Donc, c'est le second projet à l'échelle européenne qui plutôt associe les hubs des différents pays pour construire les plateformes, vous savez, d'accès aux données de santé. Et dans ça, ils avaient sélectionné 5 use cases à l'échelle européenne qui réunit à chaque fois des partenaires de différents pays. Et moi, je coordonne des projets pour calculer des trajectoires de patients cardiométaboliques. L'enjeu étant de comparer des données françaises, donc des trajectoires françaises aux pays nordiques. Donc, à l'intérieur du projet, de ce sous-projet du gros projet, donc le use case que nous, on a la Finlande, le Danemark, la Norvège et la France. L'enjeu étant en gros de regarder un pays de 66 millions versus 3 pays réunis qui font environ 15 millions, 16 millions. Voilà, c'était ça l'enjeu. Donc, on a eu accès via ce projet, toute une démarche pour accéder aux données. On a 12 millions d'individus en France versus à peu près 13 millions pour les pays nordiques. Voilà, ça c'est pour la première partie. Et ensuite, il se trouve que moi, très tôt, en réalité, je suis rentré, on va dire, dans le giron européen, puisque déjà dans ma thèse, j'avais participé un petit peu dans un projet. À l'époque, on était dans les FP7, c'était à Grenoble. Ensuite, je suis allé en postdoc où j'ai aussi j'étais recruté dans un projet européen. Je coordonnais la participation. À l'époque, j'étais à City University London dans un des projets sur aussi IA et santé dans le domaine des maladies infectieuses. Et actuellement, j'ai eu un seed fund, un financement de l'Agence universitaire de la francophonie qui est un peu l'équivalent le fonds en question de MRSEI que beaucoup connaissent, de l'ANR, pour aider à aller chercher des fonds européens notamment. Donc là, j'ai un petit fonds pour monter un consortium pour répondre à un appel à projet de Zero Pollution Cities, on appelle, et donc en gros l'enjeu de regarder le lien entre pollution et santé. Et nous, sur un versant plutôt sciences de données. Donc autour de la table, on a des acteurs, dont notamment un acteur important en France sur le bâtiment et la pollution liée aux environnements intérieurs, mais également quelques métropoles, quelques villes qui sont labellisées Green City ou Smart Cities en Europe. Voilà, et sinon, aussi en tant qu'enseignant-chercheur, très tôt, moi, lorsque je vais être recruté, j'ai eu la chance de tomber dans un labo où ils étaient déjà dans des projets européens, en particulier, toujours cluster sur la santé, là, en l'occurrence, sur les pharmacovigilance, en fait. Voilà. Ensuite, on nous a demandé les valeurs ajoutées des projets européens. Alors, moi, je dirais, comme la collègue tout à l'heure, c'est que c'est l'accès. D'abord, c'est de monter des projets d'envergure, parce que parfois, les fonds sont quand même conséquents. Parce que là, en l'occurrence, le Zero Pollution City, c'est aussi 5 millions d'euros. Mais c'est aussi pouvoir avoir accès à une expertise qu'on n'a pas nécessairement. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension multiculturelle, c'est-à-dire multiculturelle au sens aussi bien pays différents, langages différents, approches différentes, mais donc vision en fait des projets différentes. Mais c'est également l'aspect financier tout de même, puisque nous, on est salariés, fonctionnaires, on a déjà nos salaires. Donc, avec des projets européens, on peut générer des overheads qu'on peut utiliser, par exemple, moi, potentiellement, de temps en temps, pour racheter des heures d'enseignement et donc me consacrer plus à la recherche. Donc ça, c'est pas mal.
il faut à côté aussi dire qu'il y a des reportings parfois compliqués, des feuilles de temps, etc. C'est pas évident, mais je trouve que à comparer avec les fonds nationaux qui peuvent être disponibles en particulier pour les ANR, quand même c'est intéressant les projets européens avec des expertises assez pointues qu'on peut avoir. Ensuite, on me dit, nous demande, comment êtes-vous lancé? Donc, j'ai déjà répondu en partie puisque j'ai expliqué que depuis ma thèse, j'avais déjà contribué à à un projet européen. Un tout petit- Sorry. Ouais. Et ensuite, à part ça, donc mon postdoc, et lorsque je suis arrivé dans mon labo, j'ai trouvé cette opportunité de l'idée une coordination de la participation européenne. Voilà, donc vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant cette dynamique-là. Et depuis lors, en fait, j'y suis, même s'il y a quand même des difficultés en tant qu'enseignant-chercheur de contribuer à la réponse des appels à projets parce que c'est pas tout à fait évident. Ensuite, on nous demande quel conseil donnerez-vous aux personnes souhaitant se lancer dans l'aventure européenne? Alors, moi, je dis que on a en fait, c'est vrai, moi en discutant avec des collègues, il y a le caractère plutôt compliqué, le caractère d'avoir des partenaires qui ne sont pas des partenaires nationaux qu'on connaît très bien, mais il se trouve que beaucoup d'entre nous déjà copublient, travaillent avec des acteurs ailleurs et en plus, actuellement, la plupart de nos universités sont inclus dans des alliances. Nous, à Bordeaux, on a l'alliance Enlight, où on a 8 universités, où on nous encourage fortement à travailler avec les collègues. Donc ça, c'est des opportunités à faire des choses de ce point de vue-là. Et puis, savoir aussi qu'on n'a pas souvent les expertises qu'on peut avoir et les données. Parce qu'en France, par exemple, pour les données de santé, nous, c'est très compliqué. Et on a la chance, justement, grâce à des partenaires européens, parfois avoir accès à des données qu'on n'aurait pas très facilement pu avoir en France de ce point de vue-là. Donc voilà, moi je pense que c'est vrai que ça peut être compliqué et en plus concomitant avec des appels nationaux, mais il me semble quand même intéressant de se lancer dans l'aventure européenne, ne serait-ce que l'ouverture et les possibilités de collaboration en fait pour sortir, on va dire, de nos zones de confort habituelles. Nous, on a la chance à Bordeaux d'avoir un accompagnement de la cellule Europe internationale qui nous aide vraiment beaucoup d'abord à faire la veille pour les projets, pour les appels à projets qui sortent, etc. Le lien avec les PCN au niveau national, mais également nous aider dans la rédaction. Et ça peut faciliter grandement aussi la participation. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Donc, je vous rappelle qu'on prend les questions sur Slido uniquement et à la fin. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Vincent qui va vous évoquer maintenant le pilier 3, donc le troisième groupe d'appel. Merci. Oui, merci pour ces témoignages qui sont vraiment importants, de voir à quel point parfois on a l'impression que les financements européens sont compliqués ou inaccessibles. C'est bien de voir que ça n'est pas du tout le cas et qu'on a des tas d'acteurs variés qui participent et qui trouvent des intérêts qui sont forts. Alors, troisième pilier dont on a déjà un petit peu parlé, c'est la partie plus innovation. Donc, qui va s'adresser aux entreprises, mais pas que. On a notamment le Conseil européen de l'innovation qui lui-même est décliné en plusieurs sous-financements. Le premier concerne l'innovation issue des laboratoires, c'est-à-dire les idées de demain, les technologies de demain, faire émerger ces technologies. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres financements jusqu'à des financements individuels pour les entreprises qui souhaiteraient développer donc des solutions, des produits qui seraient là aussi des produits ou des solutions de rupture et qui deviendraient, enfin, avec une vocation de devenir leader de leur marché. Et également d'avoir un effet levier pour des levées de fonds qui seraient encore plus importantes. Il y a également tout ce qui concerne les écosystèmes européens d'innovation. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui entoure l'innovation. On peut penser à de l'interclustering, on peut penser au financement de structures d'accompagnement. Et puis, il y a donc l'Institut européen de technologie qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années, alors il en existe plusieurs qui sont thématisés. Il y en a par exemple sur l'alimentation, une autre sur l'eau, une autre sur le climat, etc.
Et cet Institut européen de technologie, il a vocation à faire converger des intérêts autour du triptyque qu'on appelle le triptyque de la connaissance, hein, innovation, donc le secteur économique, la formation, et puis la recherche. Donc voilà. On va vous présenter maintenant un projet. Alors c'est une petite vidéo parce que malheureusement la personne n'était pas disponible ce matin, mais a tenu donc à nous envoyer une vidéo de présentation. Donc c'est Monsieur Gwenaël Dess de l'entreprise Greenov qui a été lauréat justement d'un projet individuel avec son entreprise innovante. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi que on a vu qu'il y a des financements qui couvrent un peu tout, donc il faut trouver sa voie. Et il y a parfois un parcours possible, c'est-à-dire qu'on peut aller selon ses besoins sur un appel ou sur un autre, et puis construire un petit peu une dynamique européenne à travers différents appels. Voilà, je vais laisser du coup les collègues lancer la vidéo. Alors, on ne l'entend pas. C'est bon, c'est bon. Greenov, on est une entreprise incubée à l'incubateur Central Nantes, une entreprise de 20 personnes, et nous sommes une entreprise à mission. Notre mission, c'est d'innover pour protéger l'environnement maritime. Donc, nous développons depuis maintenant 6 ans une solution pour réduire le bruit sous-marin généré par les travaux maritimes, et plus précisément l'installation des éoliennes offshore. Greenov, finalement, dans son ADN, participe depuis sa création à des projets européens. Premièrement, on a eu la chance de gagner un projet LIFE qui nous a permis vraiment de développer notre produit et de l'amener jusqu'à une phase de démonstration. On a réalisé tout récemment dans le port de Saint-Nazaire. On a pu réaliser la première démonstration du SubSequiter, le nom de notre solution de réduction du bruit. Et puis, donc, c'est vraiment l'ADN de Greenov de pas forcément se restreindre aux frontières françaises, mais de tout de suite regarder au niveau européen pour voir quelles sont les opportunités finalement de développer, de proposer notre solution sur l'ensemble des côtes de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, nous avons pu participer à plusieurs projets, à plusieurs guichets de financement, que ce soit le FEDER, mais également le lycée accélérateur, qui pour nous a vraiment été un coup d'accélérateur. Donc, on l'a gagné fin 2022 pour un montant de 2,4 millions d'euros. C'est un projet qui donc est toujours en cours et qui vise à faire la démonstration de notre solution en conditions offshore sur un vrai cas d'installation d'éoliennes offshore. Donc, c'est un projet qui forcément a été quelque chose qui a vraiment permis à Greenov de décoller. On est passé de 4 à 5 salariés à maintenant près de 15 salariés. On a eu une belle subvention qui nous a permis aussi de nous donner de la crédibilité au projet, de convaincre des grandes entreprises comme Total, EDF ou encore Equinor, qui est l'équivalent du Total, mais en Norvège, de nous faire confiance et de monter à bord dans cette aventure. Et puis, donc là, nous travaillons maintenant sur les phases de design du produit final. Et puis, on l'espère pour 2026, une démonstration. Nous avons pu le gagner grâce à des soutiens très, très importants de l'incubateur, de la région Pays de la Loire, du réseau Atlampol, et voilà, du pôle mer Bretagne-Méditerranée, et puis du réseau Entreprises d'Europe, qui vraiment nous a permis vraiment de nous aider à préparer à la fois tout ce dossier, et puis surtout l'oral, qui est un enjeu assez important pour le lycée. Nous, on est un petit peu persuadés chez Greenov que c'est grâce au collaboratif qu'on peut aller aussi traiter des problèmes complexes. Pour autant, si vous n'êtes pas habitué à monter ce type de dossier, voilà, moi, je peux vous conseiller déjà de vous rapprocher de structures spécialisées qui peuvent justement vous accompagner dans ce montage de dossier, vous conseiller, vous challenger aussi. Également, bien sûr, prendre le temps de
d'avoir une personne finalement presque dédiée à ces dossiers, qui prennent finalement du temps pour monter ces dossiers. Ça ne sera pas du temps perdu. C'est des moments un peu cruciaux aussi dans la vie d'une entreprise pour poser ses idées, pour vraiment formaliser une ambition. Et donc, il faut le voir aussi comme un investissement en temps, mais qui peut être après bénéfique pour des phases ultérieures, pour convaincre des investisseurs, des partenaires de rejoindre l'aventure. Et puis, en phase de préparation du dossier et puis surtout des oraux, de pouvoir faire appel à tout votre réseau, que ce soit d'autres partenaires avec qui vous avez confiance et qui peuvent venir challenger un discours, bien sûr différents partenaires innovation, notamment le pôle mer Bretagne à Atlantique par exemple, également des réseaux comme Atlampol, et puis dans le cas de l'EIC par exemple, nous on a eu la chance d'avoir des oraux blancs avec l'aide du point de contact national, avec le concours du réseau Entreprises Europe. Donc finalement, si j'avais un dernier conseil à vous donner, lancez-vous dans cette aventure européenne et puis surtout profitez de cette journée pour réseauter auprès des différents écosystèmes, que ce soit la région, les points de contact nationaux au niveau européen et puis d'autres entreprises qui pourront peut-être demain être un partenaire de votre consortium. Alors, je reprends la main. Et donc, finalement, pour un peu brièvement voir avec vous pourquoi, enfin, quelles sont les raisons pour participer. Et plusieurs éléments de réponse ont été donnés dans les témoignages qui vous ont été présentés à l'instant. Alors, la première des raisons, bien évidemment, l'argent, les sous. Alors, ce n'est pas forcément la première des raisons, hein, on l'a vu avec le témoignage de Madame Durocher, mais vous avez quand même ici des projets qui sont financés donc, sous subvention. Hein, j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet dans le slido. Il s'agit bien de subventions qui sont financées, sauf exception, Fanny nous en a parlé, à 100%, et vous avez en plus 25% de ce qu'on appelle d'overhead, c'est-à-dire de frais de gestion, frais de structure, coûts indirects, en fait, sur lesquels, éventuellement, selon les cas, vous pouvez financer tout ou partie de votre travail sur ce projet. Donc, il y a l'argent. Il y a aussi, et plusieurs l'ont mentionné, le fait d'accéder à un réseau d'expertise, parce qu'il s'agit de projets collaboratifs, au moins pour la plupart des dispositifs que nous vous avons présentés. Et donc, il y a un échange, au moins sur le pilier 2, d'expertise diverses et variées. Vous montez un réseau, et donc vous étendez votre réseau et vos collaborations à l'échelle européenne, voire à une autre échelle, puisque les pays tiers sont effectivement aussi éligibles, sauf exception. Donc là, vous pouvez... En fait, sur certains sujets, il faut bien comprendre que sur des sujets à fort enjeu de société contemporain, il y a des réseaux qui se créent. C'est-à-dire que même si vous avez déjà des réseaux au niveau international, de nouveaux réseaux se créent pour traiter de ces problèmes-là avec un volet impact qui peut être plus ou moins important. Et donc là, vous gagnez en visibilité à l'international. Vous vous ouvrez au marché européen. Et donc là, on a tout un ensemble de raisons qui ne peuvent que vous inciter à monter des projets. Et je souhaite souligner en dernier que s'il n'est pas toujours facile d'entrer dans ces réseaux, à partir du moment où vous êtes dans des réseaux européens, puisque, comme on nous l'a signalé dans un des témoignages, on a aussi tendance à rechercher des partenaires de confiance. Donc, on va rechercher des institutions qui ont déjà été partenaires sur certains projets. Et donc, on entre dans un cercle vertueux et plus on est partenaire ou coordinateur et plus on est susceptible d'être appelé à participer à de nouveaux projets. Voilà, on peut répondre à vos questions sur ce point à la fin de l'intervention. Merci. Je passe donc la parole à ma collègue Virginie qui va vous présenter l'ensemble des points de contact nationaux qui ont été présentés à plusieurs reprises, enfin mentionnés plusieurs fois durant les présentations d'aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi je suis Virginie Sivan, je coordonne l'ensemble des points de contact nationaux français. Donc effectivement, les points de contact nationaux ont été plusieurs fois mentionnés dans les présentations, notamment dans les retours d'expérience.
parce que les points de contact nationaux Horizon Europe sont les ambassadeurs de la Commission européenne pour le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe. Donc leur rôle, c'est vraiment de diffuser l'information de ces programmes à l'ensemble de la communauté de recherche et d'innovation et d'accompagner les équipes pour une meilleure participation à ce programme. Alors sur cette slide, vous voyez l'équipe qui est large, on est presque 60 personnes qui sont pilotées, qui sont recrutées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, la plupart de ces personnes sont soit à temps complet au ministère, soit à temps partiel, si bien que donc certains PCN travaillent directement au ministère, sont physiquement au ministère, mais les autres PCN sont également hébergés chez leur employeur principal, ce qui fait que nous avons des PCN qui sont très en contact avec la communauté de recherche et d'innovation, puisque nous avons des PCN partout en France et qui sont hébergés par différents employeurs, à la fois des employeurs privés et des employeurs académiques. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur la manière dont travaillent les points de contact nationaux, eh bien pour diffuser l'information sur les programmes, les points de contact organisent un certain nombre de réunions d'information, comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui. Alors peut-être je vais revenir sur la slide d'avant pour vous expliquer en fait comment nous sommes organisés en fait au sein des PCN. Pour chaque programme d'Horizon Europe, il y a une équipe de points de contact nationaux dédiés. Et en plus, nous avons un point de contact juridique et financier qui couvre l'ensemble du programme. Donc, par exemple, vous avez pour la santé un point de contact national dont Vania participait à la réunion aujourd'hui. Et puis, c'est la même chose pour l'ensemble des programmes. Alors, ce qui est important à noter, c'est que nous avons un portail, un site web horizon-europe.gouv.fr sur lequel vous retrouvez l'ensemble des informations publiées par les points de contact nationaux sur les programmes européens. C'est également sur ce portail que vous retrouvez l'ensemble des réunions qui sont organisées par les PCN. Vous avez également la possibilité de contacter les PCN directement, donc soit via le site, soit par téléphone. Donc en fait, toutes les informations sont sur le site web. Et vraiment, le point de contact national est au service de la communauté de recherche et d'innovation dans son intégralité, donc à la fois la partie académique et la partie privée. On vous recommande de vous inscrire également sur les listes de diffusion des thématiques qui vous intéressent pour que vous puissiez recevoir régulièrement les newsletters des points de contact nationaux. Ce qui est important à noter, et donc ça a été relevé par un certain nombre de personnes qui ont fait les retours d'expérience, et notamment Monsieur Diallo, au sein de vos organisations, vous avez également des cellules Europe qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à monter vos projets. Donc, en fait, la première chose à faire si vous souhaitez aller à l'Europe, c'est vraiment de vous rapprocher de votre cellule Europe. Et puis, n'oubliez pas que donc, pour chaque pilier, donc chaque partie du programme, il y a des règles de participation qui peuvent être différentes. Donc, c'est vraiment important de contacter les spécialistes de ces programmes-là. Donc, d'abord, vous faites l'Europe, et puis ensuite, les PCN qui sont là vraiment pour vous orienter dans le programme Horizon Europe. Une page aussi qui vient d'être mise à jour et qu'on voulait vous mentionner, c'est une page qui est dédiée aux entreprises sur laquelle vous avez toutes les informations en fait pour bien participer à Horizon Europe, comment le programme fonctionne et comment vous lancer au mieux dans l'aventure européenne. Oui.
Oui, on voulait également vous parler de deux programmes. Ce sont des dispositifs d'accompagnement au programme européen qui vous permettent de vous donner des financements d'amorçage finalement pour constituer votre consortium pour pouvoir ensuite postuler au programme Horizon Europe. Il y a un dispositif qui s'appelle MRSEI qui est piloté par l'Agence nationale de la recherche. Et auquel vous pouvez prétendre si vous êtes un coordinateur académique d'un projet, d'un futur projet européen. Et puis, il y a également un dispositif qui s'appelle le DIAG PTI, qui est piloté par BPI France et auquel vous pouvez émarger si vous êtes une entreprise. Et on vous rajoutera la slide, en fait, dans le diaporama que l'on publiera sur le site. Je pense qu'il est maintenant temps de passer aux questions. On a un certain nombre de questions qui ont été posées sur Slido, donc merci déjà pour vos réactions. On va peut-être les prendre en fonction, parce que je vois qu'il y a eu des votes, il y a quelques questions qui... Alors, la première question qui est posée, c'est à quand le prochain programme? Donc, vous savez que le prochain programme de travail 2025 est en cours de préparation et donc il sera publié par la Commission européenne au printemps 2025, au mois d'avril 2025, et il est très probable que la Commission fasse une prépublication au mois de mars. Dans tous les cas, l'information sera diffusée sur notre site web, donc n'hésitez pas à consulter le site pour avoir l'information. Et également, on vous recommande de vous inscrire sur les listes de diffusion des points de contact nationaux pour que vous puissiez recevoir l'information en direct. Alors ensuite, je regarde. Donc, vous avez mentionné d'autres entités que des laboratoires pour le pilier 1. Alors oui, effectivement, pour le pilier 1, il n'y a pas que les entités académiques qui peuvent participer, les entités privées, les entreprises peuvent également participer au pilier 1. Après, ça dépend des programmes. Pour le RC, oui, il peut y avoir, là, il s'agit de projets individuels, donc un chercheur peut participer, mais un chercheur d'une entreprise peut participer à un programme ERC dans le cadre d'un projet individuel. Et les entreprises peuvent également participer donc, dans les projets collaboratifs, notamment sur les programmes infrastructures ou sur les programmes Marie Curie. Alors, La première question. Alors, concernant les financements mentionnés, parle-t-on de subventions, de prêts et d'aides remboursables? Là, je vais passer la parole à Fanny, notre PCN juridique et financier, qui va pouvoir répondre sur ce point. Oui, alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé du taux de financement. Donc, en fait, on parle dans le cadre d'Horizon Europe de subventions. Donc, ce sont des contrats en fait, de subvention que vous allez signer avec la Commission européenne. Voilà, donc on ne parle pas ni de prêts ni d'aides remboursables dans ce programme. Voilà, et je ne mentionne pas l'EIC accélérateur, voilà, dans lequel il peut y avoir de l'investissement, mais c'est vraiment une exception exceptionnelle. Retenez que dans ce programme, voilà, on parle de subventions. Alors ensuite, on a une question sur les dates de dépôt pour les appels à projets. Donc effectivement, on a des dates qui sont différentes en fonction des programmes et des piliers. Donc ces dates sont mentionnées dans les programmes de travail de chacun de ces programmes. Alors, vous pouvez trouver toutes ces dates. Alors, d'abord, au niveau européen, vous pouvez les trouver sur le portail du participant, le Participant Portal Horizon Europe. Si vous tapez ces mots-clés sur Internet, vous allez pouvoir tomber sur ce portail. Mais de manière beaucoup plus simple, nous avons rassemblé sur notre site national l'ensemble des appels à projets et donc avec les dates limites de soumission. Donc, sur notre portail, vous pourrez trouver directement,
ça se trouve assez facilement. On a la liste des appels à projets. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont encore ouverts parce que on attend aujourd'hui le prochain programme de travail, mais il y en a encore qui sont ouverts et donc vous pouvez les retrouver directement sur notre site. Alors, Sur les infrastructures. Alors, qu'est-ce qui est concerné par le pilier infrastructurel? Est-il possible de financer l'achat d'instruments, par exemple? Alors, sur cette question-là, moi, je ne pourrais pas vous répondre directement. Je vous incite à contacter directement, parce que là, ça va dépendre vraiment des appels à projets. Donc, je vous incite à prendre contact directement avec le point de contact national infrastructure de recherche qui pourra vous donner plus d'informations sur ce programme. On peut faire juste une petite réponse si tu veux, Virginie. Vas-y, je t'en prie. Donc, les infrastructures, ça veut dire les grandes infrastructures de recherche de taille européenne. Donc, elles sont référencées via notamment un consortium qui s'appelle ESFRI. Donc, quand on parle d'infrastructure, on parle de grosses infrastructures de recherche. Donc, c'est le financement de nouvelles infrastructures. Donc là, on est souvent à un niveau plutôt stratégique, voire politique, parce que ce n'est pas des infrastructures que l'on va développer à l'échelle d'une équipe ou d'un laboratoire ou d'une entreprise. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour la partie vraiment développement d'infrastructures. L'utilisation d'infrastructures, ça peut être, voilà, vous avez toujours rêvé d'utiliser le synchrotron pour votre recherche, vous pouvez monter un projet qui nécessite l'utilisation du synchrotron. Et puis, pour ce qui est de la partie équipement, pour distinguer infrastructure et équipement, les équipements sont des coûts, là je parle sous la responsabilité de Fanny à côté. Les équipements sont des coûts qui peuvent être éligibles, du moins en fonction de vos règles d'établissement. Donc, ça peut être la part amortissable, par exemple, d'un équipement. Voilà. Merci Vincent. Ensuite, on a une question sur les USA. À quel programme Horizon Europe les USA peuvent-ils participer? Alors, les USA peuvent participer à l'ensemble du programme, mais la question est est-ce qu'ils peuvent être financés? Peut-être que c'est ça la question là. Alors, je voulais juste préciser que tous les pays peuvent participer à l'ensemble du programme. Mais par contre, au niveau des financements, il y a des règles particulières. Donc, ne peuvent recevoir du financement que les États membres, donc les États européens. Les États qui sont dits associés, donc ce sont des États qui ont signé des accords d'association avec Horizon, avec la Commission européenne sur Horizon Europe. Donc on peut prendre comme exemple le Royaume-Uni, qui est un État associé, ou l'Islande, qui est un État associé, le Canada, qui vient juste d'être associé uniquement sur le pilier 2. Mais vous avez la liste de ces pays associés sur notre site Horizon Europe. Et puis, il y a des pays que l'on appelle les LMIC, les pays à moyen et faible revenu, qui sont également, qui peuvent recevoir du financement de manière automatique sur Horizon Europe. Et donc là, vous avez également une liste qui est sur notre site. Sinon, tous les autres pays, donc les pays qu'on appelle tiers, les autres pays peuvent participer, mais ne peuvent pas recevoir de financement de manière automatique. Après, il peut y avoir des exceptions en fonction des appels. Alors, pour les USA en particulier, il y a un accord de réciprocité qui a été signé entre la Commission européenne et les USA, qui permet aux partenaires américains de recevoir du financement sur le cluster 1, c'est-à-dire le cluster santé. Accord de réciprocité, donc qui permet aux chercheurs européens de pouvoir participer et d'être financés sur le programme NIH. Voilà. Ensuite, il faut regarder appel par appel parce que, il y a un certain nombre d'appels qui peuvent être ouverts à certains pays tiers, mais ça dépend vraiment ensuite des appels à projets. Est-ce que les PCN peuvent faire La lecture des drafts. de drafts de projet? Alors, le PCN ne fait pas de relecture de projet.
parce que on aurait trop de demandes. En fait, pour les relectures de projets, il faut que vous passiez par vos cellules Europe qui vont pouvoir relire votre projet. En revanche, nous, on peut discuter sur les idées de projets que vous avez. Et puis, il y a également des réunions qui peuvent être organisées de manière très spécifique sur certains programmes pour relire des pré-propositions de projets. Donc ça, il peut y avoir des actions qui sont proposées notamment dans le cadre européen où il peut y avoir des relectures de pré-propositions. Mais sinon, de manière globale, en tout cas, le PCN ne relie pas les propositions. C'est obligatoire de soumettre les projets en anglais et peuvent-ils être rédigés en français? Alors, oui, tous les projets doivent être rédigés en anglais parce que là, on est vraiment dans le cadre de projets européens. Donc, quand on parle de projets européens, de projets collaboratifs, notamment, on parle de projets dans lesquels il faut au moins 3 partenaires de 3 pays différents. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une langue. Il a bien fallu qu'on trouve une langue commune à l'ensemble de ces partenaires. Donc oui, les projets doivent être rédigés obligatoirement en anglais. Les projets collaboratifs comme les projets individuels. Organisez-vous des formations pour aider les porteurs de projets à monter et gérer leurs projets dans le cadre du programme Horizon Europe? Si oui, comment y participer? Y aurait-il un catalogue, calendrier de ces formations, notamment sur les aspects juridiques et financiers du programme? Alors là, je vais laisser Fanny vous répondre. Allez. Oui, alors du coup, pour ce qui est des aspects juridiques et financiers, en fait, le PCN juridique et financier, qui est une équipe, propose régulièrement notamment des webinaires que vous pouvez regarder, soit en direct, soit vous pouvez également visionner les enregistrements parce que l'ensemble de nos webinaires sont enregistrés et disponibles sur les pages de notre site. Donc, vous parlez de tout à l'heure, Virginie a évoqué le portail français. Et donc là, vous avez voilà, un certain nombre d'informations, mais dans les ressources juridiques et financières, vous pouvez retrouver au bas de la page nos différents événements. Voilà, et n'hésitez pas sinon à nous contacter si vous ne trouvez pas l'information. On fait à peu près un webinaire par mois sur ces différents aspects. Voilà. La prochaine question. Alors, la prochaine question, du coup, je la lis. Les sciences sociales et Horizon Europe, donc le pilier 2, culture, créativité et société inclusive. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de projets accompagnés par Horizon Europe? Alors là, je vais effectivement passer la parole à notre collègue Sylvie qui est intervenue tout à l'heure, puisqu'elle fait partie de l'équipe du PCN en charge des SHS et du cluster 2. Merci Fanny. Alors déjà, je souhaite un petit peu rectifier parce que la façon dont la question est posée pose un peu problème. En fait, Horizon Europe ne va pas accompagner votre projet. C'est vous qui allez répondre à une demande dans un appel à projet du cluster 2, du pilier 2, culture, créativité et société inclusive. Donc alors effectivement, enfin, de façon générale, pour être très clair, si vous avez un projet, forcément, vous ne répondrez qu'à une partie de la demande et c'est pour ça qu'on monte des consortiums. Alors, si vous voulez des exemples, bon, pour aller très vite, pour ne pas monopoliser la parole, sur le cluster 2, donc les sciences sociales, vous avez des thématiques qui relèvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enjeux de société contemporain. Donc, on a des projets sur les fake news, les réseaux sociaux, la formation des jeunes, les radicalisations chez les jeunes, l'économie et l'ensemble du monde du travail, que ce soit le bien-être au travail ou que ce soit les dysfonctionnements entre offre et demande de travail. On a des choses sur les industries culturelles et créatives, la protection du patrimoine, le tourisme culturel, les migrations, les inégalités sociales et la démocratie, l'école, beaucoup de choses sur l'école et les outils qu'on peut mettre en place, les outils pédagogiques qu'on peut mettre en place pour
dans tel et tel, enfin formel ou informel. Donc un ensemble, si vous voulez, de thèmes. Vous avez tout ça sur notre site internet. Vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques des années précédentes et des thématiques générales, récurrentes souvent, parce que les problèmes restent un peu les mêmes, de ce cluster. Voilà, merci. Merci Sylvie. Du coup, j'enchaîne avec la prochaine question. Alors, effectivement, on vous le disait au démarrage, ce webinaire étant enregistré, il sera mis en ligne d'ici quelques jours. Voilà, je vous demande un peu de patience sur la page de l'événement et on vous enverra un message pour vous signaler cette mise en ligne. Voilà, donc on vous indiquera aussi peut-être la page de l'événement à ce moment-là. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours le revisionner ou l'envoyer à vos collègues si vous le souhaitez. Je lis la prochaine question. Bonjour, pour un projet pour favoriser le développement d'habitats innovants serait-il éligible? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ce type de questions très spécifiques aujourd'hui. Ça demanderait, je pense, un échange plus approfondi. Donc, c'est pour ça que je vous propose pour ce type de demande de ne pas hésiter d'aller sur le site internet, donc toujours le portail français Horizon Europe, d'aller dans vos PCN et de contacter un des PCN en rapport avec la thématique concernés, voilà, pour en savoir plus. Voilà, donc là, effectivement, ce sera le PCN sur le New Open Bauhaus qui sera le plus indiqué a priori. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nos collègues sur Oui, ce ça peut être sujet. cluster 2, cluster 6 ou Bauhaus. Voilà, oui, c'est ça, il y en a plusieurs, c'est plusieurs effectivement. thématiques. Voilà, mais il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée, donc de toute façon, écrivez-nous et on vous redirigera entre collègues le cas échéant. Voilà. Prochaine question. Donc, un peu du même style, voilà, vous parlez d'une recherche indépendante et individuelle qui est faite en sens T avec de l'IA et du juridique. Vous avez obtenu un brevet en 2023. Je n'ai pas encore créé de société. Je veux réaliser le prototype et la commercialisation. Suis-je éligible? Donc là, ce serait compliqué, voilà, de vous répondre très précisément. A priori, vous pouvez très bien vous insérer dans un projet collaboratif avec, voilà, avec ce que vous avez développé. Voilà. Mais encore une fois, contactez les PCN ou si vous avez des contacts plus à votre niveau, n'hésitez pas, voilà, à leur poser des questions sur Horizon Europe, savoir comment vous pouvez participer. Prochaine question. Avez-vous un taux de réussite par cluster? Alors, c'est une grande question que celle-ci, je vais laisser répondre ma collègue Virginie. Cette question. Oui, alors là, on ne va pas pouvoir vous donner un taux de réussite pour tous les clusters. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau français, on a un taux de réussite qui est très, très bon, qui est bien au-dessus de la moyenne européenne, qui est aux alentours de 28%. Donc, c'est un très bon taux de succès, alors que la moyenne européenne est plutôt autour de 21%. Donc, voilà, de manière générale, au niveau français, on a un très bon taux de succès. Maintenant, le taux de succès par cluster, alors c'est difficile de vous répondre parce que le taux de succès peut être très, très différent d'un appel à l'autre. Donc, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un cluster en particulier, n'hésitez pas à contacter le PCN directement. Alors là, on a une question qui est à destination de Monsieur Diallo. Je vais la lire. Donc, vous avez mentionné un financement de l'AUF équivalent au MRSEI, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, notamment son appellation? Donc, est-ce que Monsieur Diallo est toujours en ligne? Alors, je ne sais pas s'il est toujours dans la liste des participants. Est-ce que c'est lui, non? Ah, peut-être qu'il ne nous entend pas. Alors, je ne sais pas. Monsieur Diallo, est-ce que vous nous entendez? Donc, on n'aura pas la réponse maintenant, mais on pourra lui poser la question et on vous donnera les informations
dans un deuxième temps quand on vous enverra le lien vers le webinaire enregistré. Question suivante, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des collaborations avec des instituts de recherche? Greenov semble avoir eu des financements privés. Alors, oui, hein, ce qui est important, c'est que un projet collaboratif, c'est un projet qui peut rassembler des entités qui viennent à la fois du secteur privé et du secteur public. Donc, évidemment, Greenov nous a parlé effectivement de projets dans lesquels il y avait à la fois des partenaires académiques et des partenaires privés. Et c'est grandement encouragé par la Commission européenne, justement, d'avoir, de faire participer donc à la fois les laboratoires académiques, mais également les entreprises. C'est un point très important. Alors ensuite, on a une question. Alors, je réalise une thèse en collaboration entre la France et la FWB au sujet des liens entre démarche scientifique et esprit critique. Je ne suis malheureusement pas encore financée et j'aurais aimé savoir si ce programme propose des financements pour ce type de recherche. Alors là, je pense qu'il faudra que vous contactiez directement le PCN. Alors je dirais sous le contrôle de Sylvie que c'est plutôt le cluster 2. Sylvie, je ne sais pas si tu confirmes. Oui, pardon, je remets le temps que je remette le micro. Oui, contactez-nous, mais enfin, a priori, on est bien d'accord que les projets sur cluster ne financent pas directement une thèse, hein. Ce sont des projets collaboratifs qui rassemblent des institutions, des entités juridiques, que ce soit des associations, des collectivités ou des laboratoires, d'accord? Mais au sein d'un laboratoire, si votre laboratoire est partenaire, éventuellement, mais ce n'est pas votre thèse qui sera financée enfin, vous serez financé, l'institution aura des financements, éventuellement, votre thèse pourra être financée comme ça. Mais je le rappelle, ce sont des projets qui sont top-down et non pas bottom-up, donc il faut répondre à une demande précise. Voilà. Merci. Est-ce qu'un pays d'Asie qui serait le pilote d'expérimentation peut-il participer également à un consortium? Donc, oui, alors peut-être que je vais te laisser répondre, Fanny. Oui, alors, du coup, deux choses, hein. Il faut bien distinguer participation et financement. Sachez que le programme Horizon Europe, c'est un programme qui est ouvert en fait pour le monde entier. Donc, a priori, n'importe qui peut participer, voilà, exception faite des pays qui sont soumis à des sanctions. Donc après, pour ce qui est du financement, c'est vrai que c'est du coup un programme qui finance principalement les États membres et les États associés à Horizon Europe, mais il y a aussi dans ces États associés, il peut y avoir des pays en fait qui vont être associés, qui se trouvent en Asie. Donc renseignez-vous en fait, voilà, comme vous n'avez pas précisé le pays, vous avez en fait notamment une liste des pays qui sont éligibles au financement de l'Union européenne, soit parce qu'associés ou même automatiquement éligibles au financement, que vous retrouvez, c'est l'annexe A sur n'importe quelle page des appels à projets et qu'on met aussi sur notre site. Voilà, donc si vous avez un pays en tête et une question, voilà, donc soit les financer en tant que pays associé, soit ils ne sont pas financés mais ils peuvent participer et recevoir, ça se fait beaucoup, des financements de la part de leur agence nationale, voilà, l'équivalent de l'ANR dans ces pays-là. Voilà, donc rien n'est impossible et voilà, posez-nous votre question si vous avez quelque chose en tête et en préparation. Alors, question suivante. Du coup, quelqu'un souhaite proposer une banque de données disponible pour des enseignements, ce qui permettrait d'avoir des séquences incluant des démarches d'investigation. Dans quel pilier se situerait, j'imagine, cette initiative? Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas identifié en lisant votre question exactement le domaine, mais je pense que c'est plutôt a priori dans le pilier 2. Ça peut être aussi, en fait, ça peut être dans beaucoup de choses a priori. Voilà, si vous êtes
Vous pouvez aussi très bien dans le pilier 3, si c'est un projet qui est monté avec des startups et des entreprises. Ça pourrait être aussi de l'ordre du pilier 1. Donc, c'est difficile de vous donner une réponse très précise. À ce stade, il faudrait encore une fois en savoir un peu plus sur votre projet pour pouvoir vous apporter une réponse adéquate, je dirais. Voilà. Mais On peut n'hésitez pas, imaginer que ça pourrait être une des actions d'impact sur un projet cluster 2 ou autre, par mais exemple. encore, Ouais. là, on répète, faut-il que ça réponde à une demande précise, mais mettre en place une base de données disponible pour les enseignants, si par exemple il s'agit de mettre en place, de diffuser des outils pédagogiques pour telle et telle fonction, on peut effectivement l'imaginer, quoi. Tout à fait. Merci Sylvie pour cette illustration. Alors, prochaine question. Est-ce qu'une région peut-elle faire partie d'un consortium est-ce toujours à l'initiative d'une région? Alors, dans un projet Horizon Europe, en fait, vous formez librement un consortium avec toutes les parties prenantes que vous estimez nécessaires pour répondre à l'appel à proposition. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, inclure dans ce consortium une région. Voilà, tout à l'heure, il y avait la question du département. En fait, tous les types d'entités sont éligibles. Donc, voilà, vous contactez la région et elle choisit ou pas de se positionner dans le projet. Prochaine question sur les projets de montage donc ce qu'on appelle les KIC, les communautés de la connaissance et de l'innovation pour parler en français. Donc c'est du ressort du pilier 3, effectivement, dans le programme Horizon Europe. Voilà, à quel PCN peut-on s'adresser? Ça, je passe la parole à Virginie, coordinatrice des PCN. Alors, la question, c'est de savoir si c'est pour monter une communauté de l'innovation et de la connaissance ou si c'est pour répondre à un appel d'une KIC. Si c'est pour répondre à un appel d'une KIC, dans ce cas-là, il faut contacter directement la KIC. Si c'est pour monter une KIC, dans ce cas-là, il faut que vous retourniez vers les PCN thématiques. Donc, en fonction de la thématique de votre KIC, vous vous retournez vers les PCN thématiques du pilier 2, voilà, qui pourront vous donner des informations. Alors, donc là, c'est une question pour Madame Svenen. Pourriez-vous nous expliquer comment couvrir les coûts de gestion et de coordination des projets? Alors, je pense que ça, c'est une question qui est quand même très spécifique. On ne va pas rentrer dans le détail. Moi, ce que je vous conseille, sauf Pourrais si, juste préciser- bien sûr, préciser que allez-y, je vous en prie. c'est donc qui se fait au niveau du consortium de dédier une partie des coûts institutionnels à la gestion et à la coordination. Et donc le coordinateur reçoit de tous les bénéficiaires une partie du financement. Voilà. Faut être en quelques mots. Merci. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le PCN Marie Curie ou le PCN juridique et financier. Est-ce que les départements peuvent déposer une demande de subvention? Alors, déposer une demande de subvention, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer à un projet collaboratif en tant qu'entité légale. Donc oui, ils peuvent être partenaires en fait. Mais encore une fois, l'objectif des programmes Horizon Europe, c'est de répondre à un appel à projet, donc répondre à une question. Et donc vous répondez à une question en vous organisant en consortium pour répondre à cette question-là. Donc effectivement, oui, un département peut être une entité légale qui est partenaire ou coordinateur d'un consortium. OK. Donc, Monsieur Diallo, vous évoquez un service de votre université qui participe à la rédaction des dossiers de candidature. Pouvez-vous élaborer sur quels aspects? Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes en ligne? Alors en fait, Monsieur Diallo a répondu à cette question dans le chat du Teams, de même que sur la question sur l'agence de la francophonie, il avait obtenu une subvention de l'agence de la francophonie, il a mis le lien de l'agence de la francophonie. Donc il y a la réponse aux deux questions dans le chat. D'accord, très bien. Alors peut-être c'est important quand même d'évoquer les services, les cellules Europe que vous avez au sein de vos universités, de vos organismes de recherche.
Il y a maintenant des services dédiés qui sont déployés avec un certain nombre de personnes qui sont vraiment là pour vous accompagner. Alors, les services peuvent être différents d'une cellule Europe à une autre, mais en tout cas, vous avez des contacts de proximité qu'il faut absolument contacter. Dès que vous avez l'idée d'aller, voilà, de postuler, ou même si vous voulez avoir des renseignements sur les programmes européens, vos premiers contacts, c'est ce sont vos contacts de proximité, les contacts de votre cellule Europe. Donc, il faut vraiment les contacter pour que eux soient au courant de votre démarche et qu'ils puissent vous donner toutes les informations. Et ensuite, il peut y avoir un certain nombre de services. Ils peuvent mettre en place des services pour l'aide à l'écriture de projets, pour mettre à disposition aussi des cabinets de conseil pour vous aider, pour la relecture de projets. Donc, en fait, c'est très vaste. L'aide que vous pouvez obtenir est très dépendante aussi de votre cellule Europe. Vincent, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? oui, je voulais juste rajouter, parce que là, tu as parlé du côté universitaire et organismes de recherche. Les entreprises aussi sont très accompagnées. Il ne faut pas hésiter à s'orienter vers les pôles de compétitivité, vers les technopoles, etc., vers toutes les structures en fait qui peuvent être dans l'environnement des uns et des autres, et ne pas y aller tout seul. Donc voilà, il y a aussi le réseau Europe Entreprise Network, qui est un réseau de soutien pour les entreprises, que ce soit du réseautage ou pour directement participer. Et donc voilà, il faut communiquer et se faire entourer, que vous soyez dans une structure publique ou privée. Absolument, c'est vraiment important. Et je vous rappelle aussi que pour les entreprises, il y a ce dispositif qui s'appelle Diag PTI, qui accompagne aussi les entreprises pour les aider enfin, qui leur donne des aides par lesquelles ils peuvent obtenir des aides pour monter leur projet européen. Alors, je vois, il n'y a plus de questions. Il y avait que des questions un peu d'ordre individuel, et comme on est arrivé D'accord. à Oui, on arrive du timing, à la fin. on s'est dit qu'on allait Vania, je te laisse la parole. Et voilà. Oui, et vous pouvez de toute façon nous contacter. On va vous partager cette présentation. Vous allez voir tous les liens vers les sites web, points de contact, tout ça sont dans la présentation qu'on va partager avec vous. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser n'importe quelle question. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci à nos collègues PCN aujourd'hui. C'était un travail vraiment conjoint. Ah oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, merci beaucoup à nos intervenants aussi pour nous avoir donné vos témoignages. J'espère que ça va susciter des vocations à l'Europe. N'hésitez pas à nous contacter et je vous souhaite une excellente journée. Merci.